Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cet été, nous vous proposons de revenir au temps fort parlementaire de ce début de quinquennat et retour aujourd'hui à l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes qui s'est exprimé début juillet devant les sénateurs de la Commission des finances, notamment sur l'audit des finances publiques qui avait été commandé par le Premier ministre Édouard Philippe. Le jugement des sages de la rue Cambon a été très sévère. Ils ont constaté des éléments d'insincérité dans les textes prévisionnels du gouvernement de François Hollande, à savoir la loi de finances pour 2017 et le programme de stabilité transmis à la Commission européenne. Des textes qui avaient respectivement fixé comme objectif un déficit public s'élevant à 2,7 et 2,8% du PIB. Or, Didier Migaud a précisé qu'il devrait atteindre 3,2% à la fin de l'année 2017, et encore si des efforts sont faits. En cause des dépenses largement sous-budgétées par le gouvernement précédent, du petit lait pour la droite sénatoriale qui avait refusé de débattre du budget 2017 en raison de l'insincérité de ses prévisions. Retour donc tout de suite à cette audition. Mes chers collègues, donc, et vous, Monsieur le Président Alain Milon, à mes côtés, nos deux commissions, Affaires sociales et Finances, reçoivent donc cet après-midi Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, qui vient nous présenter le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques que la Cour des comptes doit remettre au Parlement chaque année avant le 30 juin. En application de l'article 58.3 de la loi organique relative aux lois de finances et dans lequel la Cour des comptes a, comme en 2012, choisi d'inscrire l'audit des finances publiques que lui a demandé le Premier ministre. Ce rapport a été rendu public jeudi 29 juin et depuis il anime la vie publique, puisque la presse s'en est fait abondamment l'écho, et il nourrit les travaux du gouvernement, puisque, Monsieur le Premier Président, vous êtes sollicité par le gouvernement pour présenter ce document dans plusieurs événements qu'il organise. Après l'Assemblée nationale ce matin, c'est au Sénat que vous venez présenter vos travaux cet après-midi, ce que vous ferez immédiatement après les propos introductifs du président de la Commission des Affaires sociales. Je rappelle à tous les collègues que le débat d'orientation des finances publiques se tiendra au Sénat le jeudi 20 juillet après-midi, et aux membres de la Commission des finances que le rapporteur général nous présentera son rapport d'information préparatoire le mercredi 19 juillet. Je rappelle aussi donc que nous devons être dans l'hémicycle à 16h30 pour entendre la déclaration du gouvernement et le débat qui s'ensuivra. Et donc, je donne la parole sans plus attendre à mon collègue Alain Milon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord souligner l'intérêt du travail effectué par la Cour des comptes qui permet d'objectiver de façon sereine la situation des comptes publics de notre pays. Nous n'avons pas été surpris par les résultats présentés. Au cours de l'examen des textes financiers, les commissions des finances et des affaires sociales ont eu l'occasion d'exposer et de motiver les réserves que leur inspiraient les prévisions présentées par le gouvernement. Pour notre part, nous avons contesté la consistance des économies prévues dans le champ de l'ONDAM, mais aussi l'affirmation de la ministre selon laquelle les régimes de retraite seraient à l'équilibre pour des décennies. Nous ne sommes pas davantage surpris qu'une part importante des suggestions de la Cour porte sur le champ social. Les administrations de sécurité sociale représentent, vous le savez, 46% des dépenses publiques et 24% du PIB en prélèvements obligatoires. Notre commission a souligné à plusieurs reprises la nécessité de reprendre le chantier des politiques de l'emploi et de revoir certains contrats aidés. Pour des raisons démographiques et des raisons économiques, la dynamique des dépenses sociales est forte. La révision des projections démographiques de l'INSEE, favorable à l'assurance chômage, nous invite à nous pencher de façon urgente sur le dossier des retraites. C'est la soutenabilité d'un modèle auquel les Français sont très attachés qui est en jeu, avec un défi collectif, celui de réformer intelligemment, en profondeur, sans en passer par une politique de rabot qui peut porter ses fruits à court terme, mais ne répond pas aux défis à venir pour notre protection sociale. Voilà ce que je tenais à dire en avant-propos, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président Milon. Bien, mais sans plus attendre, je vais donner la parole
au Premier Président qui va nous présenter sur un document ici, et pour nous ici, l'audit des finances publiques. Monsieur le Premier Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureux d'être devant vous cet après-midi avec les magistrats qui m'entourent pour vous présenter les principales conclusions du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques qui inclut cette année l'audit des finances publiques, vous l'avez rappelé, conduit par la Cour des comptes à la demande du Premier ministre. Il avait pour objectif d'évaluer la situation actuelle des comptes publics, d'identifier les perspectives et les risques qui s'y attachent pour les années 2017 à 2020 et de formuler des propositions. Pour cela, la Cour a cherché à répondre à une question précise. Les pouvoirs publics seront-ils en mesure d'atteindre les objectifs de finances publiques définis dans la loi de finances pour 2017 et le programme de stabilité transmis à la Commission européenne en avril? Autrement dit, quelle est l'ampleur des risques qui pèsent sur la réalisation de la trajectoire prévue dans ces documents? Nos investigations nous ont conduits à formuler 6 constats sur lesquels je vais revenir brièvement. Tout d'abord, s'agissant de 2016 et des années précédentes, même si des progrès ont été constatés, la lenteur des efforts de réduction du déficit depuis 2011 a placé la France dans une situation de net décalage par rapport à ses partenaires européens. 4 illustrations de cette situation. La réduction du déficit depuis 2011, qui est réelle, a néanmoins été plus lente que pour la moyenne de nos partenaires européens. La croissance de nos dépenses est restée supérieure à celle de nos partenaires. En conséquence, le déficit public de la France pour 2016 est toujours l'un des plus élevés d'Europe et notre dette publique continue de croître. Elle s'élevait à 96,3 points de PIB fin 2016. Pour conclure cette photographie comparative, 3 faits marquants. La France est désormais, avec l'Espagne, le seul pays de la zone euro dont le déficit est supérieur au seuil de 3 points de PIB. La France a passé 12 des 15 dernières années en procédure de déficit excessif, ce qui constitue un record au sein de la zone euro, partagé cette fois avec le Portugal. Troisième fait marquant, alors que les dettes publiques allemandes et françaises étaient d'un niveau très proche avant la crise de 2008, la dette française est aujourd'hui supérieure à la dette allemande de près de 30 points de PIB. En définitive, la situation des finances publiques françaises est loin d'être assainie. En dépit des progrès réalisés, elle continue de présenter des facteurs de vulnérabilité importants. Et ceci d'autant plus que des risques forts pèsent sur la capacité de la France à tenir pour l'avenir ses engagements européens. C'est ce que révèlent des perspectives qui se dessinent pour 2017 et les années suivantes. Avant d'entrer dans le détail des chiffres, je souhaite mentionner le deuxième constat de l'audit, qui concerne les nombreux biais de construction qui ont affecté la sincérité des prévisions sur lesquelles est bâtie la trajectoire financière 2017-2020. Comme lors de l'audit de 2012 et dans un ordre de grandeur similaire, notre juridiction constate un risque significatif de dérapage du déficit par rapport aux objectifs retenus. Mais si les écarts sont comparables, leurs origines diffèrent. En 2012, l'écart provenait d'une surestimation des recettes et d'une révision à la baisse de la croissance. En 2017, il résulte quasi exclusivement de sous-estimation des dépenses de l'État qui se sont traduites par des sous-budgétisations importantes dès l'adoption de la loi de finances initiale. Au sein des comptes des administrations publiques, ces dépenses sont celles dont l'État a le plus directement la maîtrise. L'écart provient également, mais dans une bien moindre mesure, de reports de charges de l'année 2016 vers l'année 2017, d'aléas intervenus début 2017 et de mesures nouvelles annoncées depuis le vote de la loi de finances. Pour 2018, force est de constater que le programme de stabilité sous-estime lui aussi l'effort en dépenses nécessaires pour atteindre l'objectif prévu d'une réduction de 0,5 points du PIB du déficit. Or, dans ce contexte, je veux devant vous
insister sur l'impératif de sincérité des prévisions de finances publiques et des documents budgétaires. En particulier, la préparation des prochaines lois de finances doit être l'occasion de marquer une rupture avec des pratiques récurrentes de sous-budgétisation. Or, ce n'est pas, loin s'en faut, la première fois que la Cour des comptes observe des éléments d'insincérité dans la construction des prévisions de finances publiques. Elle l'a fait à plusieurs reprises et depuis longtemps, notamment dans le cadre de ses rapports sur l'exécution du budget de l'État. Vous retrouverez la trace d'expression très directe de mon prédécesseur sur ce point, il y a une dizaine d'années. Encore récemment, la Cour a soulevé la question de la qualité, de la sincérité des prévisions de recettes fiscales dans notre rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de 2014. Nous avons parlé d'une sincérité de la loi de finances initiale à améliorer dans le rapport sur l'exécution de l'État en 2015 ou de débudgétisation importantes qui ont altéré la sincérité de l'exécution de la dépense, toujours dans notre rapport sur l'exécution de l'État 2015. Dans ces rapports, vous trouverez 12 mentions du terme de sincérité en 2014, 8 en 2015. Dès lors, je reconnais avoir été surpris que certains s'étonnent et s'émeuvent. Si la Cour, constatant des écarts significatifs entre les prévisions et les réalisations, ou entre les prévisions annoncées et les prévisions raisonnables, au regard des informations disponibles, n'en disait rien, c'est cela qui serait anormal et que vous pourriez nous reprocher. Car alors, la Cour des comptes ne remplirait pas la mission que la Constitution et la loi organique lui confient. La Cour est dans son rôle et il me paraîtrait intéressant justement que les uns et les autres se penchent sur les solutions propres à renforcer la sincérité des prévisions de finances publiques. Des solutions institutionnelles existent. L'exemple des prévisions macroéconomiques associées aux lois de finances et au programme de stabilité, dont la sincérité a incontestablement été renforcée par la création puis l'action du Haut Conseil des finances publiques, le prouve. Toutefois, il n'existe encore aucun dispositif analogue pour s'assurer de la sincérité des prévisions de finances publiques, en particulier celles des dépenses, en amont de leur approbation par le Parlement ou de leur examen par la Commission européenne. S'agissant maintenant des perspectives pour 2017, la Cour observe un risque fort de voir la France sortir dès cette année de la trajectoire dont elle s'est dotée, et ce sera mon troisième message. C'est au niveau des dépenses de l'État que se situent les principaux risques pour 2017. Les dépassements potentiels sur les crédits des ministères sont évalués par la Cour à 7,3 milliards d'euros par rapport au programme de stabilité. Ils sont concentrés principalement sur les missions agriculture, défense, solidarité et travail et emploi. Il faut y ajouter le coût de la recapitalisation d'Areva qui pèsera sur le déficit en comptabilité nationale à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Du côté des bonnes surprises potentielles, la Cour n'a en revanche identifié qu'une baisse probable d'1 milliard d'euros par rapport aux prévisions réparties entre le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne et la charge de la dette. Enfin, dernière donnée clé pour comprendre l'équation budgétaire de 2017 à politiques inchangées et en excluant toute facilité consistante à reporter les dépenses sur les exercices suivants, nous évaluons les capacités réelles d'annulation de crédit au sein de la réserve de précaution du budget de l'État à un montant situé entre 2 et 3 milliards d'euros, qui correspond à celui constaté par la Cour dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État en 2016. Le fait qu'il y ait une réserve de précaution dans le budget de l'État n'avait pas échappé, bien évidemment, à la Cour des comptes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les dépenses publiques seraient supérieures de 5,9 milliards d'euros aux prévisions du programme de stabilité, ce qui représente 0,3 points de PIB. Au total, bien qu'il reste encore des incertitudes, bien sûr, à cette époque de l'année, nos analyses révèlent que la cible de solde public pour 2017 apparaît apolitique constante, hors d'atteinte, sous réserve que des crédits d'un niveau équivalent à celui de l'exercice 2016 soient annulés d'ici la fin de l'année. Le déficit s'élèverait à 3,2 points de PIB pour 2017, soit un dérapage de 0,4 points par rapport au programme de stabilité et de 0,5 points par rapport
à la loi de finances initiale. Or, face à cette situation, si la France souhaite tenir ses engagements, l'adoption de mesures de redressement apparaît indispensable. Pour résumer notre propos sur l'année de 2017, je dirais contenir le dérapage du déficit à 0,4 points d'écart par rapport à l'objectif du programme de stabilité et donc atteindre les 3,2 points de PIB suppose déjà une action vigoureuse et rapide pour annuler des crédits s'élevant à 2 à 3 milliards d'euros. Aller au-delà et passer de 3,2 à 3 points de PIB de déficit impliquerait d'importantes mesures d'économie supplémentaires à hauteur de 4 à 5 milliards d'euros pour atteindre la cible de 2,8 points de PIB qui était fixée par les pouvoirs publics. Ce serait encore 4 à 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires qu'il faudrait trouver. Vous le voyez, au total, le respect de l'engagement européen de la France fixé à 2,8 points de PIB de déficit ne serait possible que grâce à des économies supplémentaires s'élevant à 8 à 9 milliards d'euros. Le quatrième message de l'audit porte sur les perspectives financières pour les années 2018 à 2020. Je me limiterai aux observations relatives à l'année 2018 pour laquelle nous n'avons pas cherché à émettre de prévisions de solde puisque cela dépendra beaucoup du chiffre de 2017, mais à mettre en lumière la difficulté de l'équation budgétaire. Je rappelle que le programme de stabilité prévoit une réduction du déficit de 0,5 points de PIB par rapport à 2017. Alors cet objectif apparaît extrêmement ambitieux, d'autant plus que certaines mesures votées fin 2016 conduisent à une diminution des prélèvements obligatoires pour 2018 à hauteur de 0,3 points de PIB. Dès lors, pour tenir cet engagement, il serait nécessaire de parvenir à une croissance nulle des dépenses en volume, c'est-à-dire hors inflation, ce qui marquerait une rupture nette avec le rythme constaté les dernières années. Je rappelle que sur 2016, c'est une augmentation de 0,9% de la dépense. Donc stabiliser les dépenses en volume, c'est pratiquement sans précédent dans notre histoire budgétaire. Cette rupture serait d'ailleurs d'autant plus complexe à enclencher que plusieurs facteurs poussent les dépenses à la hausse en 2018. Je pense notamment à la masse salariale, dynamique du fait des créations d'emplois prévues dans les secteurs prioritaires et de la montée en charge de l'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, ce que l'on appelle le PPCR. Je pense également à la hausse des dépenses de défense et de sécurité, au coût croissant de plusieurs grands projets d'infrastructure, à l'atténuation des effets des réformes des retraites ou encore à la reprise attendue de l'investissement local. En définitive, vous le comprenez, la Cour estime que la trajectoire de réduction du déficit fixée par la loi de finances et le programme de stabilité de 2017 est particulièrement difficile à respecter et implique des mesures de correction vigoureuses. Or, ce constat ne doit cependant nourrir ni fatalisme ni pessimisme, car les efforts qui permettraient de maîtriser durablement les finances publiques de la France ne sont pas hors de portée. C'est d'abord dans les méthodes employées pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les efforts de maîtrise des finances publiques que résident des marges de progrès considérables, et c'est le cinquième message de la Cour. Je voudrais tout d'abord rappeler que la dépense publique française s'élève en 2016 à 56,2% du PIB pour une moyenne de 47,7% dans la zone euro. Alors, si certains écarts s'expliquent en partie par des choix d'organisation différents, comme par exemple en matière de retraite, il est indéniable que la France dépense plus que ses partenaires dans certains secteurs, comme l'éducation, l'emploi, le logement, sans pour autant, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez le dire, obtenir, loin s'en faut, des résultats supérieurs. Bien au contraire. Nos voisins ont réussi à mener des politiques de transformation qui leur permettent aujourd'hui de dépenser à la fois moins et mieux en réunissant plusieurs conditions de succès. D'abord, une volonté politique forte, constante, exprimant des objectifs clairs et assumés et soutenant des gestionnaires publics responsabilisés. Aujourd'hui, pratiquement tout est organisé pour déresponsabiliser
les gestionnaires publics. Et ce principe de responsabilisation était au cœur de l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances de 2001. Et je ne peux que regretter qu'il ait été, pour ainsi dire, autant dévitalisé. La deuxième condition de succès, c'est l'inclusion dans l'effort de toutes les administrations publiques, y compris les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Enfin, troisième condition, l'intégration pleine, entière, des projets de réforme dans le processus budgétaire, avec la fixation d'objectifs globaux d'économie et leur déclinaison par catégorie d'administration publique. Trop souvent, en effet, les ambitions de réforme ont été déconnectées de la procédure budgétaire. Au-delà de ces préalables qui nous apparaissent indispensables, la Cour recommande plusieurs évolutions de la gouvernance des finances publiques, le renforcement de la cohérence et la portée des différents textes financiers. Le programme de stabilité pourrait être utilement soumis au Parlement. Le périmètre des lois financières pourrait être revu pour mieux couvrir l'ensemble des dépenses des administrations publiques, loi de finances et à terme loi de financement de la sécurité sociale, étendue à la protection sociale obligatoire, loi de financement des collectivités territoriales. Les volets recettes des projets annuels de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pourraient très utilement faire l'objet d'une discussion conjointe au Parlement. Les normes et outils budgétaires existants pourraient être complétés par un objectif pluriannuel de dépenses lisible, compréhensible, couvrant toutes les administrations publiques, et il pourrait être voté dans la loi de programmation et décliné dans les lois financières. Le deuxième axe, c'est la réactivation d'une instance du type conférence des finances publiques pour permettre une appropriation des objectifs par les différentes parties prenantes, État, sécurité sociale, collectivités territoriales. Je me réjouis qu'une initiative soit d'ores et déjà prise dans ce sens et nous serons attentifs à son effectivité. Enfin, et c'est un point sur lequel je veux mettre un accent particulier devant vous, mais vous connaissez aussi ces propositions de la Cour, la procédure budgétaire elle-même pourrait évoluer. Elle pourrait être rééquilibrée au profit de l'examen des résultats effectifs des politiques déployées, revenant ainsi à l'esprit qui était celui de la LOLF. Cela signifie deux choses. Tout d'abord, moins de temps consacré à l'examen du projet de loi de finances initial à l'automne, beaucoup plus de temps dédié à la mesure des résultats lors de l'examen de la loi de règlement au printemps, loi de règlement qui deviendrait ainsi une véritable loi de résultats. Corollaire de ce rééquilibrage, l'information fournie au Parlement, qui a été considérablement enrichie au cours des 15 dernières années, pourrait être davantage exploitée, même si le Sénat, de son côté, exploite plus encore que l'Assemblée nationale, au moins jusqu'à maintenant, ces travaux. Je pense bien entendu aux documents budgétaires, mais aussi aux travaux d'évaluation des juridictions financières. Si la gouvernance globale des finances publiques pourrait ainsi être rendue plus complète, plus efficace, c'est précisément pour donner un cadre de référence solide, stable aux gestionnaires publics pour maîtriser leurs dépenses, améliorer l'efficience de leur action, et c'est l'objet du sixième et dernier message du rapport. Des marges de manœuvre importantes existent, en effet, dont nombre ont été identifiés par la Cour dans le cadre de ses travaux et dans le cadre de ces 56,2% de dépenses publiques. Je me limiterai à citer quelques-uns des principaux axes cités dans le rapport. Je pourrais, si vous le souhaitez, le détailler aujourd'hui ou bien sûr en d'autres occasions. Les trois premiers axes sont communs à l'ensemble des administrations publiques, État, collectivités territoriales et sécurité sociale. Les trois axes suivants concernent chacun des trois grands champs de dépenses. La masse salariale, tout d'abord, des administrations publiques représentait 284 milliards d'euros. En 2016, des mesures récentes ont relancé sa progression sans que cette occasion ait été saisie pour moderniser la gestion des parcours des fonctionnaires. La Cour a identifié différents leviers. Nous ne formulons pas de propositions en tant que telles. Ce sont des leviers que nous identifions. Nous nous efforçons de les chiffrer pour que vous puissiez, vous, en toute connaissance de cause, bien sûr, arrêter les décisions à partir du moment où il appartient toujours aux représentants du suffrage universel d'arbitrer et d'arrêter les décisions. Donc différents leviers en matière d'effectifs, de temps de travail, de rémunération qui permettraient de ralentir, voire d'inverser la progression de la masse salariale. La maîtrise des autres dépenses de fonctionnement, je rappelle que cela représente 112 milliards d'euros en 2015,
pourrait encore être renforcée par des actions de simplification. Nous avons encore des marges de progrès en matière de simplification, par le développement de l'administration numérique et ses corollaires, l'adaptation des réseaux territoriaux, la restructuration de l'immobilier public, et le Sénat, la Commission des finances a publié un rapport récent sur ce sujet, ou encore par une mutualisation accrue des achats. Troisième élément transversal à toutes les administrations publiques, des dépenses, des transferts sociaux, les dépenses fiscales, 85 milliards de dépenses fiscales avec des effets d'aubaine bien identifiés, et les investissements dont les effets devraient être mieux évalués a priori et dont le ciblage devrait être plus pertinent, par exemple dans des secteurs comme le logement ou l'emploi. Après avoir été supérieur à celui des dépenses de l'État en cours des années récentes, le rythme de progression des dépenses des collectivités territoriales s'est infléchi en 2015 et en 2016, sous le double effet d'une contrainte plus forte exercée par l'État et d'un moment particulier du cycle électoral. Le poids de ces dépenses, c'est de l'ordre de 225 milliards d'euros, en fait un levier majeur de l'amélioration du solde public national. La Cour ne peut donc qu'appeler à la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses locales, à une clarification de leurs missions respectives, de leur articulation entre l'État et les collectivités territoriales. Pour y parvenir, elle a notamment souligné le bien-fondé de la réduction des concours de l'État selon des modalités, toutefois, qui pourraient, selon nous, être revues. Vous le savez, malgré des progrès récents, notre système de sécurité sociale, vous l'avez abordé, Monsieur le Président, demeure marqué par des déficits récurrents qui menacent sa pérennité et nous isolent parmi nos voisins européens. Nous avons coutume de dire au niveau de la Cour que le déficit des comptes sociaux représente une certaine anomalie, voire une anomalie certaine. Nous sommes d'ailleurs un des rares pays, voire le seul pays à accepter un déficit aussi durable de nos comptes sociaux, alors même que ce sont des dépenses courantes. Et on peut s'interroger, bien sûr, sur la pertinence de leur financement par emprunt, c'est-à-dire pour partie par les générations futures, qui elles-mêmes auront, je dirais, besoin de moyens pour financer leurs propres dépenses. Ce sont en particulier les déficits élevés de l'assurance maladie qui retardent le retour à l'équilibre de la sécurité sociale. Et dans ses rapports récents, la Cour a avancé plusieurs pistes de réforme en profondeur à mettre en œuvre ou à amplifier, parmi lesquelles figure une accélération de la recomposition de l'offre de soins, notamment à l'hôpital, une amélioration de la pertinence, de l'efficience des prises en charge, une meilleure maîtrise des dépenses à fort enjeu. Nous avions eu l'occasion d'étudier notamment des dépenses de soins infirmiers, de massokinésithérapie, le sujet des médicaments, des dispositifs médicaux, de l'imagerie médicale, des analyses de biologie, des transports sanitaires ou encore des arrêts de travail où nous avions, je crois, identifié des marges d'efficacité et d'efficience. Enfin, je voudrais évoquer le cas des services publics prioritaires assurés par l'État, notamment l'éducation nationale et la sécurité. C'est bien entendu aux représentants du suffrage universel qu'il appartient de décider si et quand des augmentations de moyens sont nécessaires et donc légitimes. Le rapport présenté aujourd'hui souligne simplement qu'avant d'augmenter les budgets, il est important d'évaluer la pertinence des organisations et des missions existantes, d'analyser la capacité à répondre aux nouveaux besoins par des redéploiements internes. Sans cela, les moyens nouveaux pourraient n'avoir pour effet que d'arroser le sable. Parce que tout n'est pas qu'une question de crédit, tout n'est pas qu'une question d'effectifs, ça peut être aussi question d'organisation, de fonctionnement, de répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Derrière l'ensemble de ces leviers d'action, il devrait y avoir à chaque fois plus de contractualisation, moins de régulation infra-annuelle, des managers publics responsabilisés, intéressés aux résultats de leur action et donc capables de proposer des économies durables et non à courte vue. Et c'est à ces conditions que l'action publique gagnera, selon nous, réellement en performance. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les sénateurs, juste 2 ou 3 mots pour conclure. Notre audit indique qu'à politique inchangée, la trajectoire des finances publiques s'écarterait significativement de celle qui a été prévue par la loi de finances pour 2017 et par le programme de stabilité. L'atteinte des objectifs fixés
pour 2017, 2018 et les années suivantes seraient fortement compromises. L'audit montre aussi que cette situation impose des efforts importants qui sont à la portée des pouvoirs publics sous 3 conditions. Un effort de pédagogie collective sur la dépense publique, l'établissement de textes financiers sincères, à la portée renforcée, enfin, une beaucoup plus grande responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Qui ne manqueront pas, Monsieur le Premier Président. Merci. Avant de donner la parole à nos rapporteurs généraux, Albéric de Montgolfier et Jean-Marie Van der Renberg, je voudrais simplement vous donner une appréciation. C'est votre appréciation, en fait, de la Cour, selon laquelle le projet de loi de finances 2017 soumis au Parlement était manifestement entaché d'insincérité. Je pense qu'il s'agit, et vous le savez bien, d'un terme très fort qui pourrait justifier une censure de la loi de finances par le Conseil constitutionnel si elle est constatée dès le vote du projet de loi de finances, ce qui n'a pas été le cas pour 2017. Pourtant, les risques pesant sur l'exécution 2017 ne semblent pas si différents de ceux mis en évidence au cours de la période récente. Vous les chiffrez pour cette année, si j'ai bien compris, à autour de 9 milliards d'euros. Ils étaient en 2015, à la même époque de l'année, évalués à 7 milliards d'euros par la Cour. Et ces risques n'avaient pas empêché le gouvernement, à la fin de l'année 2015, de faire mieux que son objectif initial de dépenses, de réduction du déficit, notamment en mobilisant la réserve de précaution à hauteur de 4 milliards d'euros. Voilà, donc c'est un choix que vous avez fait qui nous a surpris parfois sur ce sens d'insincérité. Vous avez choisi délibérément de vous placer sur ce terrain. Est-ce que vous pouvez, sans doute, au cours de la discussion, nous en donner les raisons? Et je vais donc donner la parole dans la suite à Albéric de Montgolfier pour commencer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, moi, peut-être à la différence d'autres collègues, je n'ai pas été surpris, ni offusqué par des réactions qu'a pu susciter le débat de la Cour, puisque malheureusement, j'allais dire, le rapport de la Cour des comptes confirme les critiques que la Commission des finances, et au nom de la Commission des finances, que j'avais adressées au gouvernement à l'automne dernier, et qui avait, c'est vrai, justifié cette position un peu inédite, un peu exceptionnelle, de refuser d'examiner le budget en séance publique. À l'époque, c'est vrai, nous avions été par certains ou certaines, ou par la presse, vivement critiqués, et notamment par le secrétaire d'État au budget, qui disait le Sénat refuse de faire son travail. Et je considère qu'au contraire, le Sénat avait bien fait son travail, puisque quand on relit le rapport que j'avais signé à l'époque, nous avions considéré que le déficit public pourrait atteindre 3,2% du PIB. C'est précisément le chiffre qui est retenu par la Cour. Et je relis exactement une phrase, je vous relirai, chers collègues, une phrase du rapport. J'avais considéré que ces estimations alternatives font clairement apparaître la situation budgétaire dégradée que laissera la prochaine majorité gouvernementale un projet de loi de finances 2017 à la sincérité contestable. Alors 3,2%, c'est le chiffre auquel la Cour parvient si aucune correction n'est apportée d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai, il y a peut-être quelques nuances avec ce qu'avait été l'analyse à l'époque de la Commission des finances, puisque vous considérez que les recettes sont un peu plus élevées. À l'époque, on avait employé le terme optimiste, et par revanche que les sous-budgétisations sont plus importantes que ce qu'avait estimé la Commission des finances. Et je pense à un certain nombre de missions que vous citez, les missions de travail, emploi, défense, agriculture et solidarité. Donc c'est la raison pour laquelle on avait pointé le risque de dérapage pour 2018 et en formulant d'ailleurs un certain nombre de propositions et en appelant sur des réformes structurelles. Mais là n'est pas ma question. Au-delà de ce constat, j'aurais simplement 3 questions. Vous avez, Monsieur le Premier Président, évoqué à l'instant Areva. Areva avec un chiffre important derrière, un risque d'environ 2,8 milliards d'euros sur le déficit, une opération qui n'a toujours pas été réalisée, et ce, dans l'attente de la décision du comptable national pour connaître son impact sur le déficit. Alors ma question est très simple, est-ce que vous avez une idée de l'échéance, à quel moment ces verdicts pourraient être rendus sur Areva? La deuxième question, vous rappelez que les dépassements de crédit recensés à ce stade pourraient être limités d'ici fin 2017 par une action stricte sur les dépenses publiques. Vous avez cité des pistes, notamment d'économie. Et c'est vrai que la réserve de précaution atteint un niveau très élevé. Fin d'avril, 13 milliards d'euros.
La question est très simple. Est-ce que concrètement des simples annulations de crédit suffisent sur cette réserve de précaution? Est-ce que c'est réaliste? Ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Je pose la question, faut-il un collectif budgétaire, par exemple? Ou faut-il des décrets d'avance rapidement? Donc quelle est la méthode? Est-ce que simplement c'est les annulations de crédit qui suffisent sur la réserve de précaution? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Voilà, donc on a plusieurs pistes, allant des décrets d'avance, clairement, à un collectif budgétaire. La dernière question porte sur un risque qu'on a peu évoqué, qui est le risque lié évidemment au niveau très élevé de la dette, puisque derrière ce déficit, c'est évidemment la question plus récurrente de la dette, et derrière des taux d'intérêt du coût de cette dette, même si on reste dans une période d'inflation faible. J'ai publié récemment un rapport sur la dette. Quelle est, et on sait, tout le monde le dit, le gouvernement le reconnaît. J'ai entendu hier le discours du Premier ministre qui évoquait une remontée des taux d'intérêt. Je crois que j'ai pas exactement le compte rendu en tête, mais il a dit cette remontée qui arrivera, qui sera inéluctable. Donc à quel moment et selon quelle pente, personne n'en sait rien. Mais est-ce que vous avez concrètement un scénario privilégié concernant une remontée des taux d'intérêt mais est-ce que c'est 2017, c'est 2018, évidemment, avec une mesure de l'impact sur nos finances publiques. Bon, quant aux pistes d'économie, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai l'impression que dans le discours qui était assez long du Premier ministre, qui a été lu par le ministre de l'Intérieur, à un moment, il a peut-être s'est trompé dans quelques pages, mais j'ai pas beaucoup entendu les pages sur les économies. Alors, je sais pas, peut-être qu'elles manquaient. C'était assez rapidement évoqué. Le discours a été très long, tous les sujets ont été abordés, mais j'ai entendu très très brièvement maîtrise de la masse salariale, logement. Mais ce n'était pas encore très documenté. Donc mais santé, mais c'était des pistes qui étaient un peu esquissées. Je vous rappelle que voilà, la Commission des finances est allée un peu plus loin, puisque grâce d'ailleurs à l'important travail de la Cour sur la masse salariale, qui était un rapport, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, qui avait été vraiment très apprécié, très important, eh bien ce rapport nous montrait des pistes d'économie. Vous en avez évoqué à l'instant, sur le temps de travail, je pense aux jours de carence, sur la masse salariale, sur les primes et bien d'autres régimes. Donc voilà. Donc dans le discours hier, qui comportait beaucoup de choses intéressantes et sans doute beaucoup de perspectives passionnantes, les feuilles concernant les économies n'étaient pas très nombreuses, me semble-t-il. Donc j'espère que malheureusement le regard que par la Cour va sans doute obliger à faire quelques choix, mais nous y serons amenés à y revenir. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur général. Jean-Marie Van Lerenberg, rapporteur pour la Commission des affaires sociales. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, je ne reviendrai pas sur les considérations que je partage tout à fait de mon président de la Commission, Alain Milon. Je voudrais simplement souligner, comme vous l'avez fait d'ailleurs, le diagnostic sur la situation des finances sociales avec un déficit des ASSO qui ne s'est guère réduit que de 0,1 point de PIB, dont la moitié d'ailleurs est imputable à la CADES. Malgré des efforts en recettes, le bilan du plan d'économie 2015-2017 n'est donc pas à la hauteur des ambitions initiales. Vous évoquez plusieurs sujets d'économie, notamment sur l'emploi, l'assurance chômage, sur la formation professionnelle. Je laisserai peut-être à certains de mes collègues qui sont très spécialisés sur ces domaines pour me consacrer plus particulièrement à ce que vous dites et assez longuement sur les retraites et les dépenses de santé. Sur les retraites, vous dites que les développements que vous notez plutôt vous évoquez plutôt le rapprochement des régimes et vous évoquez les difficultés que cela semble entraîner dans la voie de la convergence des paramètres. Est-ce que cela signifie que la fusion des régimes vous semble hors de portée ? Vous indiquez quelques mesures à prendre, mais vous n'ignorez pas non plus que dans le programme du gouvernement et dans le projet du président de la République, se profile la réforme systémique avec le régime par points. Est-ce que vous pensez que dans l'état actuel du financement et du système de retraite par répartition, cette mesure est praticable, est envisageable? Deuxième point, ce sont les dépenses de santé. Vous le soulignez aussi, elles sont importantes, plus de 11% du PIB. Vous indiquez effectivement un certain nombre
d'économies potentielles dans le champ de l'ONDAM que vous rappelez. Vous avez effectivement d'ailleurs effectué pour certains, à notre demande, à la demande de la Commission, des rapports très particuliers et très circonstanciés, bien documentés, que nous avons essayé d'ailleurs d'utiliser au mieux dans le cadre du PLFSS, sur la pertinence des axes, sur les offres de soins, sur les jours de carence, etc. Je ne vais pas citer sur l'imagerie médicale tous les rapports que vous nous avez donnés. Néanmoins, nous constatons que nous ne sommes pas encore à l'équilibre. Est-ce que vous voyez une perspective proche dans le cadre, je dirais, de la démographie, premièrement médicale actuelle, de la démographie aussi et de l'évolution des coûts, notamment du médicament, vous l'avez évoqué aussi. Est-ce que vous voyez effectivement l'équilibre à notre portée dans l'assurance maladie? Merci, mon cher collègue. Monsieur le Premier Président, vous voulez répondre peut-être à cette première série de questions avant d'aborder la liste des orateurs? Déjà 9 d'entre vous sont inscrits, 10 maintenant. D'accord. Merci, Monsieur le Premier Président. Oui, Madame la Présidente, vous êtes revenue sur le sujet de la sincérité. Je voudrais tout d'abord faire observer que nous ne disons pas, nous n'avons pas dit que le projet de loi de finances était globalement insincère. Ce n'est d'ailleurs pas de notre responsabilité, ce n'est pas nous qui sommes juges de la sincérité globale de la loi de finances. Ce que nous disons, et nous l'avons d'ores et déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des biais de construction qui affectent la sincérité d'une loi de finances et du programme de stabilité, et qu'il y a des éléments d'insincérité, le terme insincérité étant d'ailleurs écrit au pluriel. Alors, à partir de combien d'insincérité le Conseil constitutionnel pourrait les prendre en considération et décider d'annuler le projet de loi de finances, il appartient au Conseil constitutionnel de le dire. Mais il est de notre responsabilité aussi de pointer ces éléments. Non, il ne l'a pas fait, parce qu'il a peut-être pu considérer, mais je rappelle qu'il statue en décembre, que notre rapport d'audit vient au mois de juillet, après que nous ayons pu examiner les 6 premiers mois d'exécution. Donc nous avons des éléments qui ont été recoupés d'ailleurs avec les administrations, et nous sommes tout à fait en ligne avec le budget et le Trésor sur les sous-budgétisations. Et nous savons parfaitement, et un certain nombre de documents en attestent, que ces sous-budgétisations étaient connues. On peut ne pas en tenir compte, mais en tout cas, ces éléments étaient connus, au moins au niveau de la confection du programme de stabilité, voire même au niveau de la loi de finances initiale. Alors, nous sommes prêts à entendre des propositions pour savoir comment il faut qualifier des sous-budgétisations, comment il faut qualifier des économies improbables, comme celle de l'UNEDIC. Bon. Comment il faut qualifier des annulations en décret d'avance, crédit immédiatement réouvert en collectif et gelé la semaine suivante. Bon. Je sais que le vocabulaire de la langue française est riche, mais bon, ça s'appelle quand même des éléments d'insincérité. Bon, et nous ne ferions pas notre travail si nous n'attirions pas votre attention sur ce sujet. Je rappelle que sur le 2,7, qui est devenu le 2,8, au moment du programme de stabilité, le Haut Conseil des finances publiques avait estimé le 2,7 improbable. Je sais que ça avait entraîné un certain nombre de réactions vives, d'ailleurs, qui consistaient à ne pas s'interroger sur les raisons de l'appréciation improbable
donné par le Haut Conseil des finances publiques, mais surtout à mettre en cause la légitimité du Haut Conseil des finances publiques. Bon, comme si supprimer le thermomètre permettait de ne pas apprécier les symptômes que nous pouvons avoir. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont connus. La Cour des comptes, avec son 3-2, aujourd'hui, se trouve en phase, avec la Commission des finances du Sénat, vous l'avez dit, mais se trouve en phase aussi avec la Banque de France, qui n'en était pas loin. Bon, et ce, dès la fin de l'année dernière. La Commission européenne n'a jamais retenu les 2,7. Jamais. Quant au Conseil constitutionnel dont vous pouvez parler, il a évité de se prononcer par rapport aux 2,7. Bon, sa référence, c'est plutôt 3, alors même que cette référence, d'ailleurs, n'existe pas dans le projet de loi de finances initial. Voilà, Madame la Présidente, pourquoi nous avons effectivement continué à parler de sincérité qui peut sensiblement progresser dans les documents budgétaires. D'ailleurs, quand vous regardez les tableaux que nous avons donnés, il ne faut pas être surpris. Quand vous regardez la réduction du déficit des comptes publics ces dernières années, vous observez que depuis 2013, la réduction oscille entre 0,1 et 0,2 points de réduction du déficit de nos comptes publics depuis 2013, quand c'est une action sur la dépense qui se substitue à une action par les recettes. La marche pour 2017 était beaucoup plus ambitieuse, puisque ce n'était pas 0,1, 0,2, c'était 0,6 qui était proposé, alors même que le projet de loi de finances contenait un certain nombre de dépenses supplémentaires et que la conjoncture économique n'avait pas fait des progrès extrêmement importants pour l'appréciation des recettes. Donc voilà, la question avait été posée de savoir comment on pouvait faire pour pratiquement tripler la réduction du déficit des comptes publics sur l'année 2017, alors même qu'il pouvait y avoir difficulté de compréhension de la façon dont on pouvait y arriver. Donc le résultat auquel nous parvenons ne peut pas surprendre. Et pour ceux qui suivent, bien sûr, les sujets de finances publiques. Alors, sur les questions plus précises que vous nous avez posées, Areva, quand la décision finale sera prise, elle sera prise par Eurostat lorsque la France présentera ses comptes publics. Ça, ce sera plutôt au début de l'année 2018, c'est-à-dire en mars, je pense, en avril. Ça portera bien évidemment, même si la décision est prise en avril, sur les comptes 2017, puisqu'il s'agit d'une décision et d'une dépense qui pèse sur l'année 2017. Alors, est-ce qu'il y a une surprise à attendre ? La jurisprudence, elle est fortement établie, elle est constante de la part d'Eurostat. Bon, il y a une partie de la recapitalisation qui est considérée comme une aide d'État et donc comme une dépense. Et vraisemblablement, le 2,3 milliards sera considéré comme maastrichtien. Ce n'est pas la totalité de la recapitalisation. Ça, une fois de plus, même si la décision n'est pas formellement prise, il y a une jurisprudence tout à fait établie qui permet d'anticiper, bien évidemment, cette dépense. Alors la Commission, d'ailleurs, dans ses estimations, ne la prend jamais en compte parce qu'il y a là aussi une jurisprudence de la Commission. Tant qu'une décision n'est pas constatée, elle ne la prend pas en compte dans ses estimations. Mais ils savent parfaitement que Areva peut représenter 0,1. Bon, ça, ils le savent et c'est connu, bien évidemment, d'eux. Sur la réserve de précaution, bien évidemment, ça ne nous a pas échappé qu'il existe une réserve de précaution. La réserve de précaution change de nature depuis quelques années.
La réserve de précaution, c'est normalement pour faire face à des aléas imprévus. Depuis quelques années, la réserve de précaution, elle est là en fait pour prendre en compte des sous-budgétisations qui sont connues dès le moment du vote de la loi de finances initiale. Donc ça change un petit peu de nature. Alors, elle est effectivement importante. Elle était importante en 2016. Elle est également importante en 2017. Elle était de l'ordre de 11 milliards en 2016. Elle est d'un peu plus de 13 milliards sur 2017. Nous avons regardé l'effectivité de la possibilité d'annuler des crédits. Parce qu'il ne suffit pas d'inscrire un montant de gel. Encore faut-il voir ce qui est concrètement, réellement annulable. Sur les 11 milliards, 2 milliards sur les 11 milliards de 2016. Je suis en 2016. Sur les 11 milliards de 2016, 2,5 milliards ont pu être annulés. Donc pas la totalité. Bon, et on pourra vous faire le décompte, le président Brier là sous les yeux. Nous avons pris à peu près la même proportion, et c'est pour ça que nous disons les 3-2, pour y arriver, cela inclut une annulation de crédit à hauteur de 2 à 3 milliards d'euros, de l'ordre de 2,5 milliards. Donc je crois que nous sommes tout à fait honnêtes en le disant. Après, bien évidemment, j'ai vu quelques déclarations d'anciens responsables qui disent « mais nous avons fait des surgels ». Quand le congélateur est plein, il est plein. Bon, on peut effectivement décider de surgel. Bon, mais à un moment donné, est-ce qu'il représente une effectivité dans la possibilité de les dégeler après, ou de les congeler définitivement et donc de les annuler? Bon, donc voilà, c'est la question qui est posée. Bon, et on voit bien que c'est pas facile. Donc c'est pour ça que nous avons pris une limite raisonnable. Bon, parce que à ce moment-là, vous pouvez décider de geler tout le budget. Bon. On peut décider non pas de geler 13 milliards, mais 15 milliards, 16 milliards, 18 milliards. Ce serait trop simple d'ailleurs. Hein. Bon, si c'était la solution, bon, effectivement, ce serait facile et ça ne poserait pas de problème. Mais c'est plus compliqué. Hein. Bon, donc voilà, nous avons essayé de raisonner. Donc, les 3-2 incluent la nécessité d'annuler de l'ordre de 2,5 milliards sur la réserve de précaution estimée à un peu plus de 13 milliards d'euros. Si vous voulez passer de 3,2 à 3, il vous faut trouver 4,5 milliards d'économies supplémentaires. Et si vous voulez être en ligne avec la loi de finances initiale et le programme de stabilité, c'est à nouveau 4,5 milliards supplémentaires. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de 8 à 9 milliards. Alors, ça nous paraît tout à fait possible de faire en 2007 ce qui a été fait en 2016 sur les 2,5 milliards d'annulation de crédit dans le cadre de la réserve de précaution. C'est un petit peu plus compliqué, effectivement, quand il s'agit de passer de 3,2 à 3, même si ça reste possible et faisable, avec une action effectivement vigoureuse sur la dépense. Alors après, sur les mesures de redressement, qu'elles soient par décret d'avance ou par un collectif, ce n'est pas un sujet Cour des comptes. Cela relève bien sûr du gouvernement et des pouvoirs publics et du Parlement. Ça, ce n'est pas une question pour nous. La LOLF prévoit la possibilité d'annuler des crédits par décret d'avance ou par collectif. Sur la dette, le président Brier pourra éventuellement compléter, mais ce qui est prévu dans le programme de stabilité paraît plutôt raisonnable. Bon, nous ne devrions pas connaître une augmentation brutale des taux d'intérêt, et le ministère de l'économie et des finances a toujours été relativement prudent même, dans ses estimations de charge de la dette et des taux d'intérêt. En revanche, ce qu'on a pu pointer dans le rapport, c'est les conséquences d'une augmentation des taux. 100 points de base, ça peut représenter d'ores et déjà une certaine somme dès l'année suivante,
nous avons, vous le retrouvez dans page 92, je crois, de notre rapport, nous avons fait un schéma prenant en compte une augmentation des taux d'intérêt de 100 points de base et montrer quelles pouvaient être les conséquences sur nos comptes publics. Voilà ce que je pouvais répondre à la question du rapporteur général. Sur les questions du rapporteur général de la Commission des affaires sociales, je ne reprends pas ce que vous avez dit sur les économies possibles. Elles nous apparaissent possibles, hein, y compris sur les dépenses de santé, sans remettre en cause, nous insistons là-dessus, l'accès aux soins et la qualité des soins. Toutes les pistes que nous avons mises sur la table n'ont pas pour vocation, bien évidemment, de remettre en cause l'accès aux soins et la qualité des soins, mais on voit qu'on a des marges de manœuvre à partir du moment où il y a des effets d'aubaine sur un certain nombre de dépenses. Sur les questions et donc l'équilibre de la sécurité sociale, oui, il est à votre portée. Et c'est, je crois, pertinent que de se fixer un objectif de retour à l'équilibre. Alors, ça peut ne pas être sur une année donnée, mais c'est important, en tout cas, de se fixer un objectif d'équilibre à court terme sur les dépenses de santé. Sur les retraites, notre ligne générale, c'est que de nouvelles évolutions sont nécessaires pour rapprocher d'ailleurs l'ensemble des régimes dans un double objectif, un équilibre financier durable et puis plus d'équité entre les régimes. Alors, nous sommes favorables à plus de convergence. Cela signifie bien sûr ajuster les paramètres des régimes en articulant mieux le régime de base et les régimes complémentaires à GIRC-ARCO et poursuivre le rapprochement privé-public engagé en 2003. Les deux régimes privé-public se sont sensiblement rapprochés. Et c'est ce que faisait apparaître un rapport récent de la Cour des comptes sur le sujet. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la fusion des régimes? Nous avons, dans le cadre d'un rapport sur les retraites des fonctionnaires, exploré différents scénarios de fusion à terme des régimes. Il a mis en évidence, bien sûr, les avantages, mais aussi les risques, y compris financiers, et de gestion et les délais nécessaires à une évolution en cours. Donc on ne s'est pas exprimé sur la question, sur l'autre question que vous posez, le régime par points ou en annuité. Bon, donc ça, je ne peux pas répondre. Ce sont des modalités techniques de calcul des droits, donc il faudrait que nous puissions bien sûr les expertiser. Mais en ce qui concerne le rapprochement, ce que l'on avait vu, c'est une fusion, et surtout une fusion trop rapide, pouvait coûter cher à l'État. Parce que ça nécessite, bien sûr, d'inclure les primes dans les rémunérations des fonctionnaires. À partir du moment où vous faites cette intégration, bien évidemment, cela peut représenter des surcoûts. Si vous souhaitez des éléments complémentaires, le président Bruyé ou bien Christian Charpy qui est présent, qui était le rapporteur général, je crois, de ce rapport, pourrait vous apporter des précisions. Sinon, nous pouvons venir devant votre commission pour vous présenter ce rapport, parce que c'est un rapport qui nous avons la faiblesse de penser qu'il est intéressant, et qui peut surtout vous être utile. Le président Milon et les collègues des affaires sociales acquiescent, je crois, à cette perspective dans les jours qui viendront. Bien, mes chers collègues, au niveau où nous en sommes, 10 collègues sont inscrits. Je vais donner leurs noms. Si certains d'entre vous n'avaient pas été repérés, vous le dites. J'ai Éric Doligé, Yves Daudigny, François Marc, Yannick Botrel, Francis Delattre, Richard Young, Marc Laménie, Maurice Vincent, Thierry Carsenac, Fabienne Keller et Georges Patient. Est-ce qu'il y a d'autres collègues? Voilà. Je vous suggère de faire une question en 2 minutes, si vous le voulez bien, de manière à laisser
un peu de temps à nos invités pour répondre. Bien. Est-ce qu'Éric Doligé va nous donner le tempo de 2 minutes? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, vous savez qu'en ce moment, nous sommes très occupés par un texte qui s'appelle « Restaurer la confiance dans l'action publique ». Et il nous paraît que le gouvernement concourt à l'action publique ainsi que l'administration, pas seulement les parlementaires. Donc nous étudions un certain nombre d'amendements et je vais vous amener progressivement vers un amendement potentiel. Un budget insincère ne va pas dans le sens de la confiance, à mon avis. Et vous nous avez dit renforcer la sincérité des comptes est un élément important. Il faut trouver des solutions. Je rappelle ce qu'a dit tout à l'heure le rapporteur général, c'est que nous avons refusé d'étudier le budget en raison d'une insincérité que l'on voyait poindre dans le budget. Alors, je pense qu'il faut rapprocher les termes insincérité, responsabilité et confiance. L'insincérité, ça peut être volontaire, bon, ça peut être le résultat d'une incompétence, mais je ne pense pas que ce soit possible, et ça peut venir de facteurs non prévisibles. Alors ma question, c'est est-ce que vous pensez que l'on pourrait apporter un amendement au texte sur la responsabilité qui mettent en cause le gouvernement en cas d'insincérité de son budget. C'est un problème d'abus de confiance éventuel. Est-ce possible ou est-ce quelque chose qui vous semble anormal? Il m'arrivait de penser tout à l'heure en écoutant le Premier Président que si le Sénat avait étudié la loi de finances la dernière, ça aurait été bien, ça aurait rendu service pour aujourd'hui. Voilà. Dont acte. Mais s'il l'avait écouté, s'il avait travaillé, peut-être on aurait une situation meilleure aujourd'hui. Yves Daudigny. Oui, c'est pas aller jusqu'au bout. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, nous partageons tous ici, sans la moindre équivoque, le caractère insupportable de la dette sociale qui fait reporter sur nos enfants et petits-enfants les coûts des soins qui sont les nôtres actuellement. Néanmoins, il me semble que sur les prises de parole jusqu'à cet instant, il est peu apparu l'effort considérable, je mets cet adjectif, et largement efficace, accompli ces dernières années pour atteindre l'objectif d'équilibre du régime général de la sécurité sociale. Alors je vais très vite en chiffres, hein. Moins 2 milliards de prévisions, 6 pour la branche maladie, 0,7 en excédent pour AT-MP, équilibre pour la famille, 1,6 d'excédent pour la vieillesse, donc 400 millions de déficit pour le régime général. Mais je n'oublie pas, hein, parce qu'il faut être honnête, le FSV à moins 3,8. Je pense néanmoins que cet effort devait être rappelé et souligné. Deuxième commentaire très vite, hein, sur la maladie. Nous mesurons l'intérêt des propositions qui sont faites par la Cour des comptes en pensant souvent que les facteurs de croissance aujourd'hui de la dépense restent importants, l'allongement de la vie, les nouvelles thérapies qui permettent de transformer heureusement des maladies mortelles en des maladies chroniques et coûteuses dans la durée, et très souvent les mesures qui sont des mesures de réduction sont elles d'effets différés. Je pense par exemple à l'ambulatoire et je ne vais pas développer. Voilà, ça c'était pour la partie commentaire. Je vais vite. Je voudrais, Monsieur le Premier Président, poser une question sur un point de détail, mais je ne sais pas si c'en est réellement un. Donc, un arrêté qui date un décret du 10 mai de cette année prévoit de confier la gestion de l'amortissement de la dette sociale donc à l'agence France Trésor. Alors, la CADES est maintenue avec son conseil d'administration, avec un nouveau président qui a été récemment mis en place. Donc des transferts de personnel sont opérés et c'est l'agence France Trésor qui gère une dette de plus de 1600 milliards, qui va donc gérer la dette de l'ordre de 135-140 milliards de la CADES. Quel regard portez-vous sur cette décision? Alors est-ce que c'est un élément qui annonce une fusion donc entre les finances de l'État et les finances sociales? Yves Daudigny, François Marc, il sera suivi d'Yannick Botrel. Merci Madame la Présidente. Je suis heureux pour ma part que les questions budgétaires reviennent
à l'ordre du jour, parce qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines des costumes de tel candidat, des t-shirts de tel autre ou des hologrammes de tel autre candidat, mais on a peu entendu parler des considérations budgétaires, alors même que le déficit de l'État français reste à 70 milliards par an et qu'il faut bien le financer et que tout cela alourdit la dette. Il y a eu peu de discussions sur ces sujets dans ce débat de 6 mois, ce qui est regrettable, me semble-t-il. Alors, Monsieur le Premier Président, vous nous avez parlé de la situation 2017 et vous avez effectivement, dans votre rôle, mené une appréciation sur ce que sont les comptes au milieu de l'année et vous avez fait un certain nombre de jugements et d'appréciations de nature politique évoquant l'insincérité des comptes alors même qu'on n'en est qu'au milieu de l'année, que l'on sait que l'année dernière, la prévision de déficit était à 72,3 milliards et qu'elle est arrivée à 69 à la fin de l'année, et que dans ces conditions, il vaut mieux être prudent quand au milieu de l'année, on s'autorise des appréciations de nature politique quand on est Premier Président de la Cour des comptes. Pour ma part, je vous interrogerai sur les chiffres connus, parce que 2017, on en est aux conjectures, aux prévisions, aux simulations, aux hypothèses de travail, et donc il me semble qu'il est difficile de porter une appréciation telle que celle qui a été faite ces derniers jours. Sur les réalités connues, ce qui relève du champ de compétences de la Cour des comptes, si l'on compare la situation en 2010 et 2016, pouvez-vous nous confirmer que le déficit de la sécurité sociale était de 23,9 milliards en 2010 et qu'il était de 7 milliards en 2016, forte diminution par conséquent. Pouvez-vous aussi nous confirmer que le déficit du budget de l'État, qui était de 148 milliards 8 en 2010, était en 2016 de 69 milliards d'euros, soit une diminution conséquente, une division par deux. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres, ce qui est de votre compétence comme vérificateur des comptes, et c'est sur ce point que je souhaite vous interroger. Merci à François-Marc. Yannick Botrel, il sera suivi de Francis Delattre. Oui. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, si je m'exprime à l'occasion de cette audition, c'est pour dire que je ne suis pas en accord avec les termes du rapport de la Cour relatif au budget de l'agriculture, dont je suis co-rapporteur spécial avec mon collègue Alain Houpert. Parce que sur le fond, qualifier d'insincère le budget agricole, c'est refuser de reconnaître le caractère aléatoire, voire improbable à certains égards de certaines dépenses, par exemple les conséquences de phénomènes météorologiques ou sanitaires. Et il est paradoxal de voir que votre rapport évoque ces aléas, mais n'en tire pas de conséquences pratiques. Et doit-on anticiper dans les budgets des années à venir le coût des sécheresses ou des crises sanitaires éventuelles? Si la Cour le pense, je pense qu'il serait bien aussi de disposer d'une méthodologie de travail pour le faire. Par ailleurs, la problématique des refus d'appurement des aides communautaires de la période 2008-2012, je le rappelle, constitue le gros de l'augmentation des dépenses. Le solde en était, il est bon aussi de le rappeler, de 1,1 milliard, qui fut un héritage bien lourd à porter. Je rappelle que la pratique de l'inscription de cette dépense en PLFR est ancienne, que les refus d'appurement des aides communautaires n'ont pas figuré dans les lois de finances initiales par le passé. D'autant que, pour l'année en cours, nous étions encore en pourparlers avec Bruxelles sur certains ajustements, et ceci donc au moment du vote du budget. Et en inversant la logique, si l'on qualifie ce budget d'insincère, il aurait fallu sans doute le dire depuis de très nombreuses années pour les budgets précédents qui étaient similaires dans la méthode à celui-ci. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier vice-président, je relativise le commentaire de la Cour des comptes, d'autant que durant la mandature qui s'est achevée, nous avons assisté à la conjonction de nombreuses crises agricoles de tous les ordres, économiques, sanitaires en particulier, et que, me semble-t-il, il y a été fait face. Merci. Francis Delattre, il sera suivi de Richard Young. Merci Madame la Présidente. Je dois remercier Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes de nous avoir fait un vrai discours, lui, de la réalité du pays. Nous sommes sortis de la philosophie, nous sommes sortis des calendriers sans parti pris sérieux sur les vrais problèmes du pays. Et c'est un retour à la réalité, c'est bientôt la fin des rêves, monsieur.
Alors la question que je vous pose très précisément, elle est sur l'ampleur des mesures fortes, telles que vous les appelez, nécessaires pour essayer d'atteindre nos engagements à hauteur de 3 points de PIB par rapport à notre courbe européenne. Parce qu'en réalité, on peut toujours, par des mesures très techniques qu'a évoqué le rapporteur général, arriver peut-être à faire un certain nombre d'ajustements, mais je pense qu'on arrive à un vrai sujet, à partir de plusieurs milliards, qui est la responsabilité du Parlement. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quel niveau il serait indispensable que le gouvernement, qui attaquerait, comme tous les autres gouvernements qui ont été élus en général, enfin qui ont été après un quinquennat mis en place, il y a une loi de finances rectificative. Parce qu'en fait, de ne pas en faire, mon cher collègue du Finistère, ça veut dire qu'on agrée la politique qui a été mise en place par M. Eckert. Or, M. Eckert, ne serait-ce que sur le déficit, où il s'est vanté d'avoir réduit de 70 à 69, alors que nous savons tous aussi qu'il sera plutôt 75 ou 75, c'était de la communication de fin de mandat. Alors la communication, maintenant, il faut la terminer, il faut prendre des vraies mesures, et il est souhaitable que le Parlement y soit associé. Alors je souhaiterais savoir, en dehors des mesures techniques, lapidaires, normales dans l'administration d'un budget, dès lors qu'il y a une orientation politique différente, pourquoi, monsieur le Premier Président, vous ne conseillez pas au gouvernement de préparer rapidement une loi de finances rectificative? Merci à Francis Delattre. C'est une bonne question. Il semblait que certains l'attendaient. À suivre, Richard Yung, ensuite Marc Laménie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier Président. Cette question d'insincérité, elle revient chaque année. Je me rappelle très bien, l'an dernier, on a eu un long débat sur l'utilisation du terme. Et c'est vrai qu'elle met mal à l'aise. Elle met mal à l'aise parce qu'on se dit, ou c'est une erreur, ils étaient de bonne foi, ils se sont trompés, ou pire, ce que vous appelez de ce très beau mot de billet de construction, que j'aime beaucoup. On voit que le mur n'est pas tout à fait droit, quoi. Voilà. Le billet de construction, on dit, ils nous ont trompés, et ça va tomber. Alors, c'est assez désagréable pour nous, les parlementaires. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les prévisions, la réponse a été la mise en place de la haute autorité. Alors, est-ce qu'il faut prévoir une haute autorité des dotations budgétaires? Voilà ma question, ma première question. Je ne sais pas si... Deuxièmement, je voudrais dire que je partage tout à fait vos propositions sur le fait qu'il faut qu'on revoie les méthodes de travail sur le budget, à la fois sur le temps infini que nous passons jour et nuit à discuter les dépenses dans l'hémicycle, alors à discuter 50 000 euros, alors que, comme vous le dites dans votre rapport, on ne s'occupe pas des objectifs, de savoir comment on a fait, est-ce que ça a été efficace, est-ce que les autres ont mieux fait. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut une révision de la LOLF? Et si c'est ça, qu'est-ce que ça implique? Et moi, j'y rajouterais ces fameuses réserves de précaution, qui elles aussi me mettent mal à l'aise. D'abord parce que nous, on vote quelque chose qui n'a pas de sens, puisque de toute façon, le gouvernement passe derrière et dit je vais enlever 8%, c'est pour ça. Et puis comme vous l'avez bien dit, ensuite on rajoute une réserve de ceci, une réserve de cela, et puis après on gèle, et au fond, à la fin, on a un document budgétaire, enfin une réalité budgétaire qui n'est pas du tout celle que le Parlement a discuté. Donc il faut qu'on revoie ça, et on pourrait le remettre, ou le mettre, je ne sais pas si c'est possible, dans une rediscussion de la LOLF. Bon, je m'arrête là. Merci. Mais Richard Yung a raison, mais dans quelques jours, nous aurons dans l'hémicycle la loi de règlement. Donc, si nous arrivions même à être aussi nombreux que nous sommes là pour l'étudier, je pense que ça serait un grand succès. J'essaie désespérément, d'année en année, de chercher à intéresser les collègues sur la loi de règlement, qui me paraît effectivement le moment où on peut invoquer les grands principes et voir si nous sommes dans les clous
des objectifs. Voilà, donc rendez-vous le 20. La capacité d'amendement en loi de règlement est assez limitée. Mais la capacité de compréhension est bien là. Et nous avons, nous, au Sénat, je souhaite le dire parce que nous avons, nous, à la Commission, tenté plusieurs moments de faire venir les directeurs de programme pour analyser tel ou tel respect de ce qui avait été décidé. Nous avons bien vu que ces directeurs viennent, parfois interrogés par certains d'entre nous, qui les considèrent comme des décideurs alors qu'ils ne sont que des exécutants des décisions. On mesure le malaise dans lequel ils se situent. Voilà, nous avons là sans doute quelque chose à chercher pour améliorer la question du retour par rapport à la loi de règlement. Mais moi, je pense qu'il faut sérieusement se poser cette question, effectivement. Non pas que les 20 jours que met le Sénat pour étudier la loi de finances soient du temps perdu. Ça permet à tous les rapporteurs pour avis de s'exprimer. C'est tout de même un bel échange. Mais bon, on peut améliorer la seconde partie. Voilà. Marc Laménie, ensuite Maurice Vincent. Oui, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Premier Président pour tout le travail de fond, pédagogique, très pédagogique, dans lequel on a aussi des documents particulièrement intéressants. Moi, mes deux interrogations, il y a un tableau qui est particulièrement pédagogique à la page 59 concernant l'ensemble des dépenses, 390 milliards d'euros. Bon, c'est quand même des chiffres fondamentaux. Et vous l'avez évoqué, on l'avait même évoqué hier en commission des finances, sur une éventuelle possible de remontée des taux d'intérêt, parce que la charge de la dette, c'est aussi quand même un montant important de plus de 40 milliards d'euros. Et sur l'impact possible, vous l'avez évoqué, et c'est quand même notre interrogation sur cette éventuelle augmentation des taux d'intérêt et sur le poids de la charge de la dette. Et puis ma dernière interrogation, c'est concernant les collectivités territoriales, parce que bon, l'État est le premier financeur des collectivités territoriales, bon, avec un prélèvement sur les recettes de l'ordre de 44 milliards d'euros. Et c'est vrai, on parle toujours de la baisse des dotations de l'État. Et les collectivités territoriales, comme l'État, sont aussi des donneurs d'ordre importants, donc pour relance de l'économie en termes d'investissement. Est-ce que ce seuil-là est supportable ou pas? Donc c'est un peu notre interrogation pour le prélèvement en direction des collectivités territoriales. Merci à Marc Laménie. Maurice Vincent, il sera suivi de Thierry Carcenac. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, pour non pas conclure, mais simplement ajouter une observation sur l'utilisation du terme insincérité, je voudrais attirer votre attention, mais je pense que c'est peut-être inutile, insister tout de même sur la charge en termes de communication que revêt l'utilisation de ce terme à un moment où, le moins que l'on puisse dire, la défiance vis-à-vis de l'ensemble des parlementaires et des responsables politiques est considérable. Voilà. Après, j'ai bien compris vos explications techniques, mais la perception à l'extérieur ne peut pas être à ce niveau de détail et je pense qu'il faut, en tout cas personne ne peut l'ignorer, me semble-t-il. Je voulais vous interroger d'ailleurs dans la suite, puisque page 15 de la synthèse, vous nous dites que le Haut Conseil de finances publiques est associé pour ce qui concerne la question de la prévision des taux de croissance. Et vous souhaiteriez, d'après ce que je vois, page 15, mais c'est une question, que le Haut Conseil soit maintenant associé en amont pour en quelque sorte contrôler la validité des prévisions de dépenses et de recettes. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que là, c'est un souhait de la Cour, en tout cas pour le Haut Conseil, qui propose une évolution législative, ou en tout cas qui exprime un point de vue qui mérite d'être discuté, qui va, à mon avis, poser des questions importantes, si c'est bien votre intention, d'où le sens de ma question. La deuxième question porte sur Areva, puisque, vous le savez, je suis particulièrement les questions de participation financière de l'État. C'est vrai que la facture d'Areva EDF, c'est 7,5 milliards et qu'elle s'est constituée avant 2012. Je ne sais pas si c'est repris dans votre rapport, en tout cas, moi, je le rappelle. Ces 7,5 milliards, évidemment, ils pèsent aujourd'hui sur les équilibres à trouver
Et dans votre rapport, vous l'avez d'ailleurs repris tout à l'heure en réponse à la question de monsieur le rapporteur général, vous avez souligné que 2,3 milliards dans cette recapitalisation risquait très probablement d'être considéré par la Commission européenne comme intégrant un déficit maastrichtien, parce qu'effectivement, c'est la partie qui correspond à la reprise d'une société qui n'a plus grande valeur. Je résume. Mais sur le plan strictement budgétaire, ces 7,5 milliards, aujourd'hui, pour les informations dont je dispose, il y a toutes les chances que ces 7,5 milliards soient trouvés d'ici la fin de l'année, puisque l'État a procédé à plusieurs ventes de participation financière déjà depuis le 1er janvier. Selon mon souvenir, il manque aujourd'hui un peu plus de 2 milliards, mais il reste quelques mois, presque 6 mois, et tout le monde sait que le gouvernement va réfléchir sans doute, tout le monde le sait, à justement des ventes complémentaires qui permettront, en termes de recettes et de dépenses, de compenser en totalité le coût de cette recapitalisation, puisque les gouvernements ont fait le choix de renforcer la filière nucléaire. Donc derrière ces 2,3 milliards, il y a une interprétation maastrichtienne qui n'implique pas le fait qu'il n'y a pas de recettes, en tout cas qu'il n'y aura pas de recettes d'ici la fin de l'année. Carsenac. Il sera suivi de Fabienne Keller. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, dans des vies antérieures, j'ai eu l'occasion de suivre ce type d'exposé ou de lire vos documents et de lire les documents de la Cour. La sous-budgétisation, alors les formules parfois changent, des accommodements critiquables, des reports de charges sont notés, etc. Il me semble que nous sommes trop habitués à ce genre de choses dans le cadre de l'élaboration des budgets. Néanmoins, par rapport à la LOLF et à ce que vous indiquiez, je pense que les budgets contraints conduisent à ce que la responsabilisation des directeurs de ministères, etc., ne soit pas aussi évidente que cela, et que cela pose effectivement problème. Un autre point, toujours dans les constats, concernant la dette. J'ai relu des observations formulées en 2013 et 2014, par exemple, où il nous est dit que les taux d'intérêt ont vocation à remonter dans les années à venir. Tôt ou tard, une remontée des taux interviendront. Je note cependant que, grâce au travail d'Agence France Trésor, en 2012, la charge de la dette était de 52,2 milliards. Elle est de 41 milliards actuellement. Donc je crois qu'il y a quand même un effort qui est effectué de ce côté-là et qu'il convient de le noter. Sur les deux points que je voudrais aborder, l'un concerne les recettes, et notamment les recettes fiscales décevantes de l'impôt sur les sociétés. Avez-vous fait un parallèle entre les dépenses fiscales, elles, qui sont à venir et qui sont importantes, notamment avec le CICE, et comment peut-on apprécier ces recettes d'un côté qui seraient décevantes et de l'autre côté les dépenses du CICE qui continueraient à augmenter? Ça, c'est le premier point. Sur le second point, vous avez noté dans vos propos que les collectivités territoriales participaient au redressement et à la trajectoire budgétaire. Je pense que le fait que leurs ressources aient été largement diminuées par des contraintes budgétaires obère le fait que l'on ne voit pas ce qui se passe en matière d'investissement. Et ça serait peut-être intéressant, dans le cadre de l'autre de vos rapports, que l'on puisse regarder ce qui s'est passé en matière d'investissement. Et je crois qu'il baisse, et cela pose d'autres problèmes par ailleurs. Je vous remercie. Merci à Thierry Carsenac. Fabienne Keller, le dernier intervenant, et Georges Patient. Merci Madame la Présidente. Après le rapporteur général, je voudrais moi aussi m'inquiéter de l'insincérité des comptes, en quelque sorte insincérité aggravée par rapport aux années précédentes, et la liste des biais de construction que vous avez indiqués. Je voudrais aussi souligner le travail que vous avez rappelé sur les ressources humaines de l'État, s'agissant des réponses, publiées, je crois, il y a environ 2 ans, à la demande de la Commission des finances, et dans lequel on peut peut-être trouver des sources d'économie, leur impact financier, mais aussi leur nature, de manière à pouvoir préserver un management incitatif dans les grandes administrations de l'État. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail de grande qualité, ces références très précieuses dans la conduite des affaires de l'État, mais nous voilà face à une situation bien difficile. Alors je voudrais vous poser une question sur un budget précis. Est-ce que vous pouvez nous clarifier la situation des crédits de la défense au moment où la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue? Nous avons compris qu'il y a eu un gel important de 2,3 milliards il y a quelques semaines.
de combien faudra-t-il les doter pour être en capacité de déployer les moyens indispensables pour assurer la sécurité de notre pays, chez nous, et aussi la lutte contre le terrorisme ailleurs dans le monde. Je vous remercie. Merci. Georges Patient. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je voudrais vous poser deux petites questions. La première porte sur la surrémunération en Outre-mer. Vous préconisez sa suppression pure et simple, en considérant qu'il s'agit d'avantages salariaux non justifiés. Alors, je voudrais que soit bien précisé que ces avantages ne sont pas versés à des ultramarins, mais à des fonctionnaires d'État expatriés en Outre-mer. Deuxièmement, vous en parlez régulièrement, mais sans évaluer l'impact de cette suppression sur des économies ultramarines déjà fragiles. Alors, est-ce que vous comptez faire cette évaluation? Et deuxièmement, deuxième question, dans votre audit, vous évoquez l'accord Guyane en signalant qu'il devrait, sa mise en place devrait être plus tardive que prévu initialement. Donc, s'agissant d'un plan d'urgence, est-ce que vous tirez ces renseignements du gouvernement quant à la mise en application de ces accords? Merci Georges Patient, merci à vous tous. Moi j'ai une question complémentaire, Monsieur le Premier Président, qui est la question de l'équilibre entre les économies à réaliser et la nécessité d'une croissance à ne pas casser. Il n'y a pas si longtemps, nous étions soucieux de cet aspect-là. Votre rapport d'audit présente des scénarios d'économie sans parler du risque sur la croissance. À la page 122, vous préconisez que par souci de simplicité, il fait l'hypothèse que la diminution des dépenses publiques est sans effet sur la croissance du PIB. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Les scénarios que vous représentez donc, portent sur des fortes baisses de dépenses qui vont jusqu'à 150 milliards d'euros d'économies. Ma question, c'est à partir de quel seuil pensez-vous que les baisses de dépenses ont un effet sur la croissance? C'est un sujet qui nous a animés, qui anime d'autres pays de l'Europe et même d'autres pays dans le monde. Est-ce que vous avez mesuré l'impact sur la croissance de vos différents scénarios? Voilà, je vous donne la parole, Monsieur le Premier Président. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai peut-être par votre dernière question. Oui, il peut y avoir un effet récessif d'une réduction de la dépense. Bon, les économistes le disent, alors tout dépend à quel niveau. Bien évidemment, elle se situe, mais on le voit dans un certain nombre de pays, la réduction de la dépense a été très forte, il y a eu des effets récessifs. Bon, il faut trouver le bon compromis. Mais je voudrais vous poser une autre question, Madame la Présidente. Y a-t-il un lien entre le niveau de dépenses publiques et la croissance? S'il y avait un lien, j'ai eu l'occasion de le dire, la France serait champion du monde de la croissance, puisque nous avons le niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés au niveau des pays du monde. Et pourtant, notre croissance est modeste. Donc voilà, il n'y a pas de lien mécanique entre le niveau de dépenses et la croissance. Le tout, c'est d'avoir des dépenses qui soient efficaces, qui soient efficientes, bon, et qui répondent à des besoins. Et on sait qu'en France, nous avons malheureusement des marges d'efficacité, d'efficience, que nous avons un niveau de crédit plutôt élevé, plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, et des résultats plus passables que dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est un vrai sujet, donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux lois de résultats, il faut s'intéresser à l'efficacité et à l'efficience de l'investissement public. Donc voilà, donc c'est pas... Bon, mais bien évidemment, puis il y a des investissements, mais tout investissement n'est pas vertueux en lui-même. Bon, vous avez pu voir dans le rapport que nous avions fait sur la SNCF et les TGV, sur le tout TGV, bon, que tout peut ne pas être aussi pertinent qu'on peut le penser à un moment donné. Donc voilà, c'est effectivement un sujet. Sur les questions qui m'ont été posées, notamment par Éric Doligé, puis c'est une question qu'on retrouve parce que c'est à nouveau la question de la sincérité. Je ne suis pas sûr que l'on règle cette question-là
à travers un régime de responsabilité des gouvernances. C'est un sujet de gouvernance, c'est un sujet de nature politique là, et de relation entre un gouvernement et un parlement. Et la sanction, c'est aussi eh bien un vote de défiance ou une motion de censure, ou bien une non-élection au tour suivant par le suffrage universel. Le tout, c'est que dans le débat public, ces éléments-là puissent être connus de tout le monde, d'où l'intérêt, effectivement, de travaux de comités budgétaires indépendants ou de juridictions indépendantes comme la Cour des comptes. Nous, ce que nous préférons, donc nous n'avons pas travaillé sur le sujet tel que vous le posez. En revanche, ça rejoint notamment une question de Maurice Vincent et puis d'autres aussi parmi vous. Oui, on doit pouvoir trouver des éléments et des avis d'autorités qui peuvent contribuer à une plus grande sincérité dans les documents qui sont présentés. Aujourd'hui, il y a une plus grande sincérité sur les hypothèses macroéconomiques. L'existence du Haut Conseil y contribue sûrement, parce que si le Haut Conseil dit tout ça n'est pas crédible, le gouvernement, on voit bien, pourrait être gêné. Ça n'existe pas sur les scénarios de finances publiques. Donc la question que nous posons, c'est oui, il pourrait être pertinent que sur le scénario de finances publiques, une autorité indépendante puisse exprimer un avis. Ensuite, le Parlement en fait ce qu'il veut. On ne doit jamais se formaliser, d'ailleurs, par rapport à un avis. Moi, j'ai été surpris quand j'ai reçu une volée de bois vert, quand j'ai évoqué l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Après, nous, on est là pour éclairer. Si le Parlement décide autrement, avec le gouvernement, il décide. C'est le cas en démocratie. C'est une bonne chose. Mais nous sommes là pour éclairer. Alors, sur le scénario de finances publiques, soit on renforce les missions du Haut Conseil des finances publiques, soit c'est la Cour des comptes qui peut intervenir là-dessus. Toute solution peut bien évidemment se regarder et s'étudier pour que vous puissiez avoir un avis, de la même façon que le Parlement puisse être saisi sur le programme de stabilité, qui est quand même un document qui engage un pays. Ça peut paraître utile et intéressant dans les relations entre un gouvernement et le Parlement. Donc voilà, nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt contribuer à la sincérité de la présentation des documents budgétaires, des documents financiers, plutôt que de se situer dans le cadre d'une sanction, parce que c'est trop tard quand vous sanctionnez. Donc il vaut mieux prévenir. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux trouver les modalités les plus pertinentes pour justement renforcer votre éclairage par rapport à ces documents. Alors, aux questions là d'Yves Daudigny, aux observations de Daudigny et de François Marc. Oui, nous n'avons aucune difficulté pour reconnaître que le déficit de la sécurité sociale a diminué, pour reconnaître que le déficit des comptes publics a diminué. Demain, je crois que la commission des comptes de la sécurité sociale se réunit. Nous aurons donc des informations plus précises sur la réalité du déficit de la sécurité sociale. Nous observons qu'aujourd'hui, il n'est pas encore à l'équilibre, en tout cas. La sécurité sociale n'est pas encore à l'équilibre. Et qu'au niveau des comptes publics, nous sommes aujourd'hui le seul pays avec l'Espagne qui est en situation de déficit excessif. C'est-à-dire que nous, effectivement, nous avons réduit nos déficits, mais nos partenaires les ont également réduits. Et la situation de la France s'est plutôt dégradée, d'ailleurs, par rapport à la moyenne de nos partenaires. C'est aussi ce qu'il faut voir. Il ne faut pas seulement raisonner franco-français. Il faut aussi raisonner par rapport aux autres pays qui peuvent nous être comparables. Voilà. Et je ne pense pas, je le dis au sénateur François Marc, que ce soit des jugements de nature politique que de constater des écarts par rapport à une trajectoire. Sinon, alors... il faut que vous reprochiez au service de la Commission, à la direction du budget, à la direction du Trésor, au service de la Banque de France, à la Cour des comptes,
de porter tout le temps des appréciations de nature politique. Non, nos appréciations ne sont pas de nature politique, elles sont objectives. Et tout ce que nous avons écrit a été contredit. Et nous avons travaillé sur pièces. C'est-à-dire, lorsque nous disons qu'un certain nombre de sous-budgétisations étaient connues à un moment donné, au moment de la confection de documents budgétaires transmis au Parlement, transmis à la Commission européenne, c'est à partir d'une appréciation sur pièce que nous le faisons. Voilà, je tiens à le dire, nous n'inventons rien. Bon. Et nous sommes dans notre travail, parce que, d'ailleurs, la LOLF, si nous sommes dans notre travail, et nous ne sommes pas... Si nous sommes dans notre travail, d'ailleurs, si vous regardez la LOLF, elle demande à la Cour des comptes de préparer un rapport en vue de la préparation du débat d'orientation budgétaire, et non pas seulement sur le passé, mais également sur le présent et l'avenir. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, un débat d'orientation budgétaire, c'est pour parler aussi du présent et de l'avenir. Bon. Et que le rapport de la Cour des comptes doit justement préparer ce débat. Donc je pense que nous sommes tout à fait dans notre rôle. Bon, et lorsque nous constatons des écarts par rapport à une trajectoire, nous essayons de les documenter et de façon plus précise qu'un certain nombre d'économies non documentées à certains moments de l'année au niveau d'un gouvernement. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, objectivement, nous avons dit, sur 2016, il y a eu des annulations de crédits, donc ça montre que c'est possible, dans le cadre d'une réserve de précaution qui effectivement existe. Donc nous l'avons constaté. Alors après, est-ce qu'il est possible d'annuler tous les crédits qui sont gelés? Nous disons non. Et nous disons non à partir de pièces, à partir d'exécutions, à partir d'une réalité. Bon, et nous confrontons ces choses. Bon, et à partir de là, on dit, voilà, c'est pas possible. Bon. Donc, alors là, nous sommes tout à fait prêts à la contradiction. Hein. Bon, nous pouvons venir avec nos pièces. On va vous garder plus en chaud. Donc, voilà, mais vous pouvez les demander à Bercy aussi, hein, ces pièces. Hein. Nous sommes tenus par le secret du délibéré, sauf si vous vous transformez en commission d'enquête, mais Bercy peut parfaitement vous donner un certain nombre de documents qui pourront apporter la démonstration de ce que je dis. Donc ce ne sont pas du tout des jugements de nature politique, je m'inscris en faux par rapport à cela. Et je dis aussi que nous sommes dans notre rôle. Le rapport que nous faisons, qui s'appelle « Situation et perspectives des finances publiques », il existe depuis des années, et c'est la LOLF qui l'a prévu. Et je crois la connaître un tout petit peu. Alors sinon, sur l'agriculture, je laisserai peut-être le président Brier répondre à Yannick Botrel sur les raisons qui font que nous nous exprimons comme nous nous exprimons. Sinon, sur d'autres questions qui ont été posées. Francis Delattre avait à peu près la même question qu'Éric Doligé. Bon, alors à partir de quel niveau faut-il une loi de finances rectificative? Là, ça ne fait pas partie des compétences de la Cour. Non, mais la LOLF dit qu'une annulation peut se faire par décret d'avance ou par une loi de finances rectificative. Le Conseil constitutionnel peut dire un certain nombre de choses, mais je dis ça regarde le gouvernement. C'est lui qui a l'initiative, en tout cas, d'un projet de loi de finances rectificative. Vous savez qu'il y a monopole de présentation là, des textes budgétaires de la part du gouvernement. Monsieur le Premier Président, si vous permettez, il arrive, et vous le savez bien, que de temps en temps, je vous saisisse d'un avis sur un décret qui parfois a été rejeté ici au Sénat parce que nous considérions que ce n'était pas tout à fait ce que nous pensions, mais donc ça arrive et c'est tout à fait possible à des niveaux importants. Sur le travail là, au niveau du Parlement, à partir des observations de Richard Young, oui, il y a quelques dispositions qui peuvent être modifiées, pas seulement d'ailleurs au niveau de la LOLF, il y a peut-être quelques dispositions constitutionnelles, mais ou au niveau de la LOLF ou des règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat pour en fait modifier un peu les conditions de présentation et d'examen des textes financiers, des textes budgétaires. Je pense que à partir
là, la Cour des comptes est prête aussi à contribuer à votre réflexion. Puis vous avez des possibilités de voir aussi ce qui se passe à l'étranger. Bon, c'est vrai qu'on a une procédure, nous, assez spécifique en France. Oui. On est le seul pays qui passe autant de temps sur l'examen de la loi de finances initiale. Tous les autres pays qui nous sont comparables passent beaucoup plus de temps sur l'exécution, sur le débat d'orientation qui permet justement effectivement d'exprimer au niveau du Parlement un certain nombre de souhaits qui ensuite peuvent être repris dans les textes qui sont présentés. Sur les questions d'Areva, ce n'est pas un problème de recettes. Les 7 milliards peuvent être trouvés d'une façon ou d'une autre. C'est que la dépense, elle doit être inscrite et elle est comptabilisée dans ce que l'on appelle la comptabilité maastrichtienne. Bon, donc, du coup, quelle que soit la façon de financer, il y a bien une dépense et il faut que cette dépense apparaisse dans les comptes. Bon, donc, et c'est ces 2,3 milliards, les 7 milliards et quelques ne seront pas comptabilisés dans notre déficit. Hein. Bon, mais en revanche, 2,3 milliards parce que ça correspond à la jurisprudence de Eurostat et que c'est une jurisprudence qui est effectivement connue. Sur les questions soulevées par Thierry Carcenac, il y en a plusieurs. Sur la responsabilisation, je partage totalement ce qu'il dit. Il faudrait aussi, puisqu'on évoquait les possibilités de changement d'examen au niveau du Parlement, il faut aussi que le ministère de l'économie et des finances change ses pratiques aussi, y compris avec les autres ministères. Bon, la façon dont les budgets sont arrêtés est très déresponsabilisante pour l'ensemble des gestionnaires. Bon, le principe de la LOLF qui est que chaque ministre doit se sentir son propre ministre des Finances, avoir une certaine enveloppe fongible, bon, tout cela a complètement disparu. Bon. Et en fait, les gestionnaires publics ne sont pas intéressés aux résultats. Bon, une année donnée, ils peuvent faire preuve de l'imagination nécessaire pour trouver des économies, etc. Comme après, dans les discussions avec Bercy, on leur prendra leurs économies, puis on dira, eh bien, comme vous êtes arrivé à faire des économies, l'année prochaine, vous en ferez d'autres. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça, parce que du coup, ils ne font plus rien. Bon. Donc, tel que c'est organisé aujourd'hui, c'est assez déresponsabilisant. Bon, donc il faut effectivement revoir un certain nombre de méthodes, faire confiance, bon, responsabiliser les gestionnaires publics. Alors trouver effectivement quelques possibilités de suivre, bon, bien évidemment, mais je crois que la question de la responsabilisation est essentielle, hein, si on veut justement avoir une action publique plus efficace et plus efficiente. Sur la dette, attention, hein, bien évidemment, oui, ça fait plusieurs années qu'on peut dire qu'il y a un risque. Mais enfin, même la Banque centrale européenne aujourd'hui le dit. Bon, on a vécu sur une dette qui pouvait augmenter alors même que la charge de la dette diminuait. Bon, mais ça ne dure pas aussi longtemps que les contributions, cette situation. Ça peut durer plus longtemps que prévu. Bon, et c'est le cas. Bon, mais on devrait en sortir. Regardez, aux États-Unis, ça commence à évoluer parce que la Réserve fédérale a une autre politique, et puis c'était assumé par la Banque centrale européenne, une politique jugée relativement complaisante. Bon, donc, et qui permettait des taux d'intérêt bas. Bon, à partir du moment où vous avez reprise de l'inflation, et puis une croissance qui revient un peu, bon, vous aurez des taux d'intérêt qui vont bouger un peu. Hein. Bon, donc c'est le. Alors ça ne se fera pas de façon brutale, je ne le pense pas, mais bon, ça peut avoir bien évidemment des conséquences compte tenu d'une dette qui continue d'augmenter. Sur les collectivités territoriales, sur l'investissement, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Oui, il a baissé, hein. Bien évidemment, nous l'avons constaté à plusieurs reprises dans des rapports de la Cour, et nous y reviendrons dans le rapport du mois d'octobre sur les finances locales. Sur les dépenses fiscales, ce que nous pouvons constater, c'est que
les dépenses fiscales progressent hors CICE et que elles dépassent le plafond, d'ailleurs fixé dans le cadre de la loi de programmation, sans susciter d'ailleurs quelque réaction que ce soit. Bon, donc voilà, c'est toutes les limites parfois des lois de programmation et des objectifs qui sont définis dans une loi de programmation. Sur les questions de Fabienne Keller, je ne reviens pas sur les quelques observations générales qu'elle a pu faire. Sur les crédits de défense, nous avons un travail en cours sur la LPM, la loi de programmation militaire. C'est là-dessus que nous exprimons. Pour le moment, nous faisons seulement des constats. C'est qu'effectivement, il y a des besoins supplémentaires qui sont recensés au niveau du ministère de la Défense pour les raisons que vous avez évoquées, la lutte contre le terrorisme, une présence de la France sur un certain nombre de terrains. Bon, et ça a des conséquences, bien évidemment. C'est pour ça que quand vous avez des dépenses contraintes, vous êtes obligé de regarder d'autres blocs de dépenses. On sait que les dépenses de défense, de sécurité, des dépenses de santé aussi peuvent continuer à augmenter pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous ont bien identifié. Donc ça veut dire que sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses de personnel, il faut être attentif justement à bien maîtriser la dépense. Sur la question de Georges Patient, si je comprends bien, il souhaite la disparition donc de la surrémunération. Je pense qu'on souhaite. Je pense que vous souhaitez. Non, alors, non, nous observons, nous avons fait un certain nombre d'observations sur le 1,4 milliard que cela représente. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un critère de répartition de ces surrémunérations qui correspond plus aujourd'hui à la réalité qui pouvait être celle au moment où ces dispositifs ont été mis en place. Par exemple, les majorations de traitement qui correspondent au différentiel de coût de la vie avec la métropole. Honnêtement, parfois, on se demande pourquoi. À tel endroit, c'est comme ça, et à tel autre endroit, c'est comme ça. Bon. Donc, nous disons que ça mérite d'être remis sur la table. On propose d'ailleurs que ces surrémunérations comprennent une majoration, effectivement, mais sur des critères revisités, que ça comprenne une prime d'installation outre-mer et qu'il puisse y avoir une fusion des indemnités de sujétion et d'éloignement, là aussi en fonction de l'attractivité ou de la non-attractivité d'un certain nombre de territoires. Donc nous ne proposons pas une économie nette, nous disons il faut que cette somme soit mieux utilisée pour être encore plus utile à l'outre-mer. La Cour des comptes ne propose pas de faire une économie nette et de prendre cela aux départements et aux territoires d'outre-mer. Donc ça, nous l'avons écrit à plusieurs reprises là-dessus. Sur la Guyane, nous avons pris en compte un certain nombre une partie de la dépense qui était prévue sur 2018, mais sans prévoir pour le moment la totalité. On sait que c'est une dépense à venir, puis il faudra qu'elle puisse être confirmée par l'actuel gouvernement. En tout cas, ça intervient, mais de façon modeste, sur l'année 2018. Voilà, Madame la Présidente, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Le Président Brié pourrait peut-être très oui, sur l'agriculture, dire pardon. Deux mots pour la question de Yannick Botrel. Voilà. Alors, sur l'agriculture, je voulais signaler que le point que vous évoquez est un point qui n'est pas nouveau. Les sous-budgétisations du ministère de l'Agriculture, je regardais le rapport sur le budget de l'État, nous avions signalé que nous étions dans une situation récurrente depuis 2014 de sous-budgétisation sur cette mission et des sous-budgétisations qui ont plusieurs origines, dont les apurements communautaires, mais pas seulement les apurements communautaires. Et ce que je puis vous dire concrètement, c'est qu'à l'occasion de l'audit, on a réuni la secrétaire générale du ministère, le CBCM et le directeur financier pour faire un état des lieux concret et contradictoire des situations de dépassement de crédits potentiels et des risques potentiels. Ça a été un cri du cœur commun
de la part du ministère des Finances et de la part de la secrétaire générale de l'Agriculture et des directeurs financiers sur la réalité, l'importance et peut-être même encore l'importance croissante à venir des sous-budgétisations sur cette mission liées au refus d'appurement communautaire. Donc cette donnée est une donnée, je dirais, parfaitement avérée et contredite et malheureusement qui n'est pas surprenante. J'en profite 30 secondes comme sur la réserve de précaution pour dire que nous avons procédé cette année comme nous avions fait en 2012. Rappelons-nous, en 2012, on avait regardé les risques de dépassement de crédit. Sur les ministères, 1,5 milliard à 2 milliards. Cette année, nous sommes aux alentours de 6 milliards en net. En 2012, nous avions dit, avec 1,5 milliard à 2 milliards de risques de dépassement de crédit, le jeu normal de la réserve de précaution doit permettre de compenser ces risques. Et donc, dans le risque de 0,3 à 0,5 de dépassement de l'objectif de trajectoire, nous n'avions pas pris un risque en dépenses parce que nous considérions qu'on pouvait faire face à ce risque avec le jeu habituel des annulations. Nous ne sommes pas du tout dans le même ordre de grandeur cette année. On est aux alentours de 6 milliards d'euros de dépassement net des crédits des ministères. Et le chiffre de 2 à 3 milliards, je dirais, d'annulation utile, il y a une explication très technique et très détaillée qui est donnée dans le rapport. Et ce point n'a été en aucune manière contesté à l'occasion de la contradiction par la direction du budget et par la direction du Trésor. Donc je dirais, et dernier exemple, l'économie UNEDIC qui était présentée sur la convention UNEDIC, qui était présentée comme une partie du bouclage de la loi de finances et du programme de stabilité, a fini par être abandonnée au bénéfice d'un gel de crédits supplémentaires de près de 2 milliards décidé en avril. La trace concrète de ce gel complémentaire ou supplémentaire, je dirais, elle ne s'imprime pas dans les crédits du ministère parce que ça ne fait pas de sens d'ajouter des gels à des gels, sachant qu'on va devoir dégeler déjà une bonne partie des crédits qui sont mis dans la réserve de précaution. Donc ce gel supplémentaire est resté, il faut le dire, un gel virtuel. Voilà pour l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes qui s'est donc exprimé début juillet sur l'audit des finances publiques qui avait été commandé par le Premier ministre Édouard Philippe, le président de la Cour des comptes qui a estimé que les dernières prévisions de Michel Sapin lors du quinquennat de François Hollande avaient été insincères. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.